Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. L'accouchement gratuit annoncé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son allocution à la nation n'a pas laissé les populations port-gentillaises insensibles. Une annonce qui sera effective à la fin du premier trimestre 2018. On fait le point dans cet élément de notre rédaction. Pendant son allocution de vœux à la nation gabonaise, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est dit déterminé à relever plusieurs défis, parmi lesquels la gratuité des frais d'accouchement. À cela s'ajoute un programme de gratuité des frais d'accouchement sur toute l'étendue du territoire national à compter du premier trimestre 2018. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la décennie de la femme et vise non seulement à réduire le taux de mortalité infantile, mais aussi à soulager les familles face aux dépenses souvent lourdes liées à la naissance d'un bébé. Une annonce reçue avec beaucoup de pessimisme du fait de plusieurs promesses non tenues depuis ses mandatures. Une bonne nouvelle, en tant qu'un mari, vraiment j'ai apprécié la nouvelle avec la joie. Et la décision elle est bonne, mais ce que je regrette dans ce pays, c'est qu'on a toujours pris de bonnes décisions, mais qui n'ont jamais été réalisées. Hein, c'est ça le comble dans ce pays. Mais sinon, c'est un gouvernement qui pose des bonnes règles de jeu, mais qui ne sont pas appliquées. C'est vraiment triste. Franchement, j'espère qu'il est honnête et qu'il est sincère, quoi. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Il promet tout le temps des choses qui n'aboutissent jamais. Donc du coup, on espère réellement que c'est la vérité. Vous m'aidez à parler ce que vous n'avez jamais vu. Cependant, le gouvernement, conscient de cette annonce, a déjà mis en place une commission de réflexion pour trouver des pistes de solutions afin de rendre effective cette décision du président de la République qui viendra d'une part réduire le taux de mortalité maternelle, mais également infantile. D'un fait à un autre, parlons cette fois-ci du non-respect de la signalisation qui n'est pas sans danger, un phénomène qui prend de l'ampleur dans la capitale économique et qui fait déjà des victimes. Les précisions dans cet élément, une fois de plus, de notre rédaction. Voir des piétons braver la signalisation dans la capitale économique est un phénomène quotidien. En effet, le non-respect des feux tricolores, des panneaux de signalisation, traverser la route à tort et à travers, circuler sur la chaussée au lieu des trottoirs, voilà à quoi sont soumis les automobilistes chaque jour dans la cité, ce qui n'est pas sans danger. Le code de la route concerne les usagers de la route. Quand on parle d'usagers, on voit les automobilistes, on voit également les piétons. Donc si le piéton ne peut pas respecter les règles de la circulation, c'est un piéton qui s'expose à un danger notamment. Normalement, l'auto-école est là pour l'éducation, si vous voulez, l'éducation populaire en matière de la sécurité routière. Parce que lorsque vous venez à l'auto-école, vous avez des conseils comment on agit sur la route, que vous soyez automobiliste ou piéton. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion. Il y a des automobilistes qui ne connaissent même pas le rôle d'un passage côté. Or, lorsqu'un piéton est engagé sur un passage côté, ce piéton reste prioritaire. D'accord? Vous ne devez pas stresser les piétons en klaxonnant, vous ne devez pas stresser les piétons en venant avec des allures qui ne sont pas dignes des règles de circulation. Un phénomène qui perdure du fait de la méconnaissance des uns et des autres de la signalisation. Un apprentissage qui incombe au pouvoir public. Et cela viendra de l'effort, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, le gouvernement doit mettre en place une émission concernant l'éducation populaire. Je crois que dans le temps, on avait cette éducation populaire qui permettait à la population, n'est-ce pas, de connaître comment traverser la route, à quel moment il faut traverser la route, à quel endroit il faut traverser la route. Et je vais ajouter à cela, il faudrait bien que cette signalisation routière, qui est la signalisation horizontale, donc les marques peintes sur la chaussée, ces passages cloutés doivent être refaits à chaque fois parce que c'est de la peinture. À chaque fois que le véhicule passe, il y a des pluies, ça s'efface. Donc en permanence, le ministère des Transports, lié avec les travaux publics, doit remettre toujours cette peinture sur la chaussée. Déjà, ça fait la beauté de la route et puis ça permet aux usagers de savoir à quel endroit je peux traverser. Au vu des manquements des pouvoirs publics et afin de s'enseigner pour amoindrir les risques d'accidents de circulation, des auto-écoles sont à la disposition de tous, bien que moyennant des coûts.
Partons à Libreville, cette fois-ci, le carrefour Mitsogo, situé au quartier Kingele, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, est dans un état de dégradation avancée, ce qui ralentit la circulation dans cette partie de la ville. Un reportage de nos confrères de RTN de Libreville. Le problème de voies de communication au Gabon serait au regard du bon nombre de sa population idem. La province de l'Estuaire serait l'une de 9 du pays à détenir la palme d'or de la dégradation Rousseau. De Kango Antoum, Koltan Bambochine, au vin de Libreville et même à Kanda, le constat reste le même. À croire que la politique volontariste pour la modernisation de routes serait obsolète. À Kingele, dans le 3e arrondissement de la capitale, au carrefour menant à la route Mitsogo, milieu ou transfo, ces petites routières seraient devenues aujourd'hui dangereuses. Crevasses, nids de poules et eau dictent à leur tour une loi sans partage aux automobilistes et riverains, tout en dégradant le quartier, et ce au grand regard des dirigeants compétents. Seules les images font l'illustration parfaite. Vu sa réputation d'attente, Kingele serait-il aux grandes oubliettes? Voilà encore une route qui vient, en cette période de vache maigre au Gabon, augmenter les maux de toute nature. Un sage disait « Je n'ai pas choisi d'être gabonais, j'ai juste eu la chance de l'être, car cette patrie en vaut mieux qu'elle en est. » Ouvrons à présent notre page internationale. En Guinée, les élections communales se préparent, prévues pour le 4 février 2018. Les préparations vont bon train. Dernière étape en date du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Reportage. Et les élections communales se concrétisent. Le 4 février 2018, les électeurs des 342 circonscriptions électorales iront enfin aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux, soit plus de 12 ans après les dernières élections communales. Pour l'opposition, qui a approuvé ces dates, l'heure est à la satisfaction. Les élus locaux vont être des vrais élus, au nom de nommés locaux. Enfin, ils vont s'exprimer à partir de la légitimité que leur confère le suffrage universel, au lieu de s'exprimer au nom de populations pour lesquelles ils n'avaient aucun mandat. Nous espérons que cette date sera tenue. Nous avons dépassé le cap de la gestion des candidatures. Plus de 1300 listes de candidatures ont été déposées à la CENI et acceptées par celle-ci. Nous sommes actuellement au stade de la distribution des cartes d'électeurs. C'est une opération qui dure un mois. Nous espérons que le chronogramme électoral va se dérouler dans les conditions prévues pour que ces élections se tiennent effectivement lieu le 4 février. Il faut dire que les élections ont été repoussées à plusieurs reprises avant d'être décalées au 4 février 2018. Ce scrutin devait se dérouler en février 2017 suite à un accord conclu en octobre 2016. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante assure faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la crédibilité de ces élections. Nous allons faire ce qui doit être fait pour une élection, c'est-à-dire associer toutes les parties prenantes à toutes les activités que nous menons sur le terrain. Comment ça ? Nous sommes sûrs que les résultats qui viendront seront des résultats acceptés de tous. Pour ce faire, la CENI a d'ores et déjà entamé une campagne de distribution des cartes d'électeurs dans les quelques 342 circonscriptions que compte le pays. Dernière étape pour la CENI, pouvoir distinguer les logos des différents partis ayant déposé des listes de candidatures. Une difficulté qui, selon les dirigeants de la commission électorale, ne seront plus d'actualité d'ici le jour des élections. Et en Afrique du Sud, la ligne reliant la ville de Port Elizabeth à Johannesburg est de nouveau effective. 3 jours après la collision avec un camion au centre du pays, un accident qui a fait 20 victimes et 260 blessés. Le service ferroviaire est rétabli entre la ville de Port Elizabeth et Johannesburg depuis ce dimanche, 3 jours après la collision d'un train avec un camion au niveau de la ville de Kroonstad. Les nettoyages se poursuivent et les autorités envisagent un retour progressif du trafic. Actuellement, nous sommes en train d'enlever tous les déchets et dans 3 jours, quand tout sera normal, nous passerons au nettoyage de la ligne principale. Ces travaux qui devraient à terme permettre à la Prasa, société exploitante de cette ligne, d'ouvrir une seconde voie dans le but de retrouver un trafic normal. Un nouvel incident qui n'est pas le premier pour cet exploitant. En effet, en avril 2017, un incident technique avait fait une victime ainsi que plusieurs blessés sur une ligne de la Chocholoza Mail, autre entité que dirige la Prasa, ce qui crée la polémique. Pendant des années, la Democratic Alliance a demandé à Metrorail, une entité qui relève de la Prasa, d'allouer une plus grande partie de son budget à la maintenance. Si Metrorail avait respecté les mesures de sécurité de base et veillé à ce que l'infrastructure soit entretenue régulièrement, cet accident aurait pu être évité.
Quant à la Praza, elle se dégage de toute responsabilité et prône la négligence du chauffeur routier mis en cause. À travers la voix de son PDG, Mthutuzeli Swartz, l'agence ferroviaire sud-africaine a fait savoir qu'elle apportera un soutien juridique aux familles des victimes. Pour rappel, cette collision avait 20 victimes et 260 blessés. Parlons de sport en Côte d'Ivoire. Ouverture de la saison de volley-ball en Côte d'Ivoire ce 6 janvier alors que le championnat va démarrer dès le 13 janvier. Les vainqueurs hommes et femmes du championnat et de la Coupe nationale de la saison 2017 se sont réunis au Parc des Sports de la commune de Treichville dans le cadre de la Supercoupe. Militaires et policiers en finale de la Supercoupe de volleyball au Parc des Sports de Treichville. Pour ce trophée d'ouverture de la saison, les militaires de la SOA, Société omnisports de l'armée en orange, ont démontré une puissance de feu supérieure à celle de l'association sportive de la police. Au coup de canon des artilleurs de l'armée, les policiers trouvaient la procédure pour recoller au score. 25-20, 21-25, 25-13 et 23-25. À 2-7 partout, la victoire s'est décidée au tie-break. Un 5e set remporté par les militaires, 15-8. On a perdu ici en demi-finale du championnat national contre cette même équipe. C'était pour nous un challenge, l'occasion pour nous de rectifier le tir. Oui, certes, difficilement, mais l'objectif est atteint. Chez les dames, la SEC Mimosa en maillot gris a confirmé sa suprématie sur le Stella Club d'Adjamé qu'elle a battu 3-7-0, 25-14, 25-22 et 25-15. Comme l'année dernière et les années précédentes, les dames de la SEC ont démontré leur niveau supérieur pour la première fois sous les yeux de Roger Wognet, président du conseil d'administration du club jaune et noir. Pour ce dernier, la SEC va briller dans toutes les disciplines sportives où ses équipes sont engagées. C'est le volley aujourd'hui, le football on le sait, c'est le volley, j'espère demain le handball et j'espère demain le basket. Voilà, donc on revient petit à petit, reprendre en main les disciplines où on a brillé pendant de longues années. Après avoir démarré l'année avec la Supercoupe, la Société omnisports de l'armée chez les hommes et la SEC Mimosa chez les dames comptent bien asseoir leur domination sur le volleyball ivoirien durant la saison 2018. Toujours en sport, mais cette fois-ci au Gabon, à l'occasion d'un tournoi de pré-saison opposant le FC Mounana à l'AS Pélican, le vice-président du FC Mounana, Blanchard Andoum, a tenu à indiquer sa position sur sa candidature pour la prochaine élection du futur président de la Fédération gabonaise de football. On l'écoute. L'organisation d'un tournoi de pré-saison par l'écurie Mounana et avec comme homme orchestre Blanchard Andoum semble dévoiler des intentions pour l'heure pas très défini au sujet de l'élection à la tête de la Fédération gabonaise de football. Tout le monde, ou presque, était présent. Le président de la Ligue nationale de football, un de ses prédécesseurs, quelques partenaires et le public sportif. Sur le terrain, c'est Mounana qui l'emporte 1-0 devant AS Pélican. Bon, mais je crois qu'on a été plus efficace parce qu'ils ont commis juste une erreur et puis voilà, on a su corriger. Je pense que c'est là où on doit progresser parce que généralement, voilà, on n'est pas des tueurs, mais il y a eu juste une balle. Nous, on a marqué, ils en ont eu au moins 2 ou 3 et puis voilà, Stéphane a pu les enrayer. Donc c'est la différence au niveau de l'efficacité et je pense maintenant que voilà, on a maintenant un peu plus d'expérience. Vous voyez, on a raté beaucoup d'occasions. C'est ça le football, c'est les jeunes, hein, c'est un peu manquer un peu d'expérience. On va travailler, avec le temps ça va battre. Mais vous battez avec les grands pour essayer de jouer un peu le titre, parce que ça fait 10 ans en première division, c'est pas normal. Donc on essaie de jouer le titre. Au vu de la qualité de l'organisation, une véritable opération de charme, la question est posée à juste titre. On a l'impression que si vous risquez d'être candidat à la prochaine élection de la Fédération gabonaise de football. Je me pose la question quasiment tous les jours. La semaine dernière, je disais en fait que l'idée n'était pas encore mûrie. Je pense qu'on est à 80% de mûrissement de cette idée. Je vous dirai au moins porter en fait quelle sera ma position finale par rapport à ceci. Même si Blanchard Andoum reste évasif sur sa candidature, n'empêche que l'opinion retient qu'il est le mieux côté de la galaxie Opianga qui avait porté Pierre-Alain Mungengi à la tête de l'institution mère du football, wait and see, comme le disent les Anglais. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Merci également à l'ensemble de la rédaction qui était pour la réalisation de ce journal. Bonne soirée à tous et bonne suite de nos programmes.